Bonjour à tous et bienvenue pour notre dernier épisode de la saga de l'été. Tu sais, avec cette série, j'en ai fait des voyages et j'en ai écrit des pages. Je ne les ai pas oubliés. Mais, même si c'est la fin de l'été depuis pas mal de temps maintenant, nous n'allons pas nous laisser aussi promptement et sans cérémonie. Nous voici donc arrivés à notre quatrième et dernier épisode de notre saga de l'été édition 2021. Bon, si jamais vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans les histoires, même si bon, on en est à l'épisode 4, si vous êtes en train de le regarder, j'ai envie de penser que vous savez ce que c'est, mais si vous n'êtes pas du tout au courant, je vais me permettre de préciser. La saga de l'été, qui prend donc lieu pendant l'été, oui, si, c'est l'été. C'est le moment où je prends du temps pour regarder des productions audiovisuelles françaises et je vous en fais une analyse. Et pour cette édition de 2021, nous nous sommes occupés, et ce depuis 3 épisodes maintenant, de la série télévisuelle française diffusée sur TF1, à savoir Ici, tout commence. Cela dit, soyons assurés d'une chose, dans cette saga de vidéos, j'utilise des extraits dans une démarche démonstrative. Si je me permets d'aller dans la mise en scène, dans la taquinerie, je ne tiens pour responsable, ni n'accuse qui que ce soit ayant pris part à la production des œuvres, d'avoir commis quelconque infraction, délit ou crime. Les éléments que je mets en avant dans cette vidéo visent une portée d'ordre analytique et critique et ne se veulent pas discriminants ou diffamatoires. Et étant donné les sujets dont nous allons traiter dans cette vidéo, je pense qu'il est nécessaire que nous fassions ce genre de précision. Accrochez-vous un petit peu parce que là pour le coup ça va être du grand Mendes. Et moi je pense que pour l'occasion, il va me falloir juste de l'eau. De l'eau ce sera très bien. Musique sans droit. Oh, oh, oh. Comme je vous l'ai dit, nous allons donc parler de la série française Ici tout commence. Si jamais vous n'êtes pas du tout au fait de quelle est cette série, ne vous en faites pas, je vais vous expliquer en quelques mots de quoi ça s'agit. Comme je l'ai dit, la série Ici tout commence est une série française longue de 2 saisons. La deuxième est actuellement en cours de diffusion sur TF1, et la première, constituée de 215 épisodes, est finie et a démarré sa diffusion le 2 novembre 2020. Et avec 215 épisodes de près de 28 minutes chacun, vous vous doutez bien que je n'ai pas tout regardé. J'ai du temps à perdre, mais pas tant que ça non plus. Je n'ai regardé que les 18 premiers épisodes, mais dans mon malheur, il est bon de constater que ces 18 premiers épisodes font partie du tout premier arc narratif de cette série. Cette série a de cela de bien que sa construction scénaristique est faite de telle sorte à ce que les saisons contiennent des arcs narratifs, avec leur intrigue propre. Chaque arc narratif est en fait un bloc de plusieurs épisodes. Le premier arc narratif de cette série se référant à l'intrigue nommée Le Corbeau. À la suite du visionnage de ces 18 épisodes, je peux donc vous raconter ce qu'il se passe dans cet arc narratif. C'est la rentrée scolaire 2020 à l'Institut gastronomique Auguste Armand, et les jeunes élèves s'apprêtent à passer les examens d'entrée. Parmi eux, Maxime Delcourt, jeune homme au talent de cuisinier sans pareil, se voit être confronté à de rudes épreuves. En effet, lui qui pensait retrouver son amourette de vacances Salomé et pouvoir continuer son idylle, il se voit tout à fait décontenancé une fois mis au devant de la vérité. Salomé est actuellement en couple avec Louis la saucisse pour les intimes. Leur court amour, bien qu'ils fussent sincères, était surtout une tromperie de la part de Salomé. Pendant ce temps, une intrigue policière prend place où Noémie, seconde du chef pâtissier Emmanuel Tessier, tente de nuire à la réputation de ce dernier en envoyant des messages sous le pseudonyme du Corbeau. Noémie fait cela car Emmanuel Tessier est le responsable direct du suicide de son ancienne seconde. Ce dernier a enterré le corps et a obligé Noémie à l'y aider. Mais bon, tout ce qui est intrigue policière et vie de l'Institut, on n'en parlera pas dans cet épisode, on l'a déjà fait dans l'épisode 2 et 3 de notre saga. Non, dans ce dernier épisode, nous allons nous consacrer au triangle amoureux. Non pas qu'il y a un intérêt quelconque à savoir qui est amoureux de qui, comment, etc. Non, c'est plutôt qu'il y a un discours sous-jacent dans ce triangle amoureux qui réussit à me déplaire. En effet, si vous avez vu les précédents épisodes de notre saga, vous devez être au courant d'une chose. Cette série s'ancre énormément dans le réel. De nombreux thèmes sont évoqués dans les intrigues même de la série et ces derniers font énormément référence à des phénomènes sociaux actuels. Cette série, comme on a pu le voir, ne se vante pas d'être une prouesse artistique, mais bien plus d'être une revue d'actualité fictionnelle.
Et à l'heure de notre épisode 4, si vous avez vu l'épisode 4 de notre saga de l'été 2020, je trouve ça amusant de me dire que les sujets, ou tout du moins les thèmes, vont être plus ou moins les mêmes. Épisode 4 maintenant, épisode 4 avant, c'est la même chose, à savoir que nous allons parler de féminisme. Et là, je sens que ça ne va pas plaire à tout le monde. Aussi, je pense qu'il faut que je m'explique un petit peu. Le combat féministe en tant que tel, je ne m'en revendique pas. Dès lors, je pense que, vu que je ne m'en revendique pas, je ne pense pas être en bonne posture pour pouvoir lui dicter sa conduite ou comment est-ce qu'il devrait mener ses combats. Cela étant, je pense qu'à bien des égards, les personnes qui sont les fers de lance de ce combat sont en réalité des imbéciles notoires. Lorsque j'entends que l'une des manières pour lutter contre les inégalités, c'est de ne pas se raser le poil des aisselles ou du pubis, j'avoue que je ne comprends pas. Lorsque je vois qu'une femme se prend en photo avec son entrejambe maculée de sang pour lutter contre pour l'accès aux protections périodiques, j'avoue que je ne comprends pas. Je comprends la démarche de sensibiliser. Mais dans le réel, ça sert à quoi ? Une fois que t'as fait ta photo, tu vas la présenter à la caissière et lui dire « Hop, vous avez vu ça ? Hein ? Voilà, du coup, j'ai ma réduction sur mes tampons ?» Alors, assurons-nous d'une chose, je ne prétends pas dire quelles devraient être les luttes à mener. Je dis surtout qu'il y a une manière de les traiter et que, selon leur importance, certaines devraient être priorisées. Grâce à cette explication, nous allons donc pouvoir passer à la suite. Il est que dans « Ici tout commence », le thème du féminisme est donc traité, mais ce, sans subtilité, sans intelligence, au travers donc du prisme amoureux, du triangle amoureux de Salomette, Louis la saucisse et Maxime. Nous allons voir tout cela plus en détail. Nous avons donc Salomé, Salomette et Maxime qui ont fricoté lors de leur stage à Bordeaux. Là où il y a biaise, c'est que Salomette est en réalité fiancée à Louis la saucisse. Maxime, qu'on nous présente comme l'amoureux transi, s'accommode du fait que Salomette soit en couple. En réalité, plus que de s'accommoder, il est plus ou moins obligé. En effet, pour savoir le fond de l'affaire, il décide de se rendre au domicile de son aimé. Salomé, est-ce que tu veux venir ? Ouais, j'arrive. Elle arrive. Merci. La jeune femme va donc se marier. Bon, déjà là, moi, tu vois... On avait déjà un petit peu parlé de tout ça dans nos épisodes précédents de notre saga. On est typiquement dans le genre de la telenovelas. Donc, qu'il y ait des histoires d'amour à droite à gauche, ça ne me dérange pas. Les cœurs s'épanchent de leurs ardeurs, pendant que les têtes, elles, se penchent sur les raideurs. Mais tu vois, lorsqu'on ne sait pas diriger des acteurs et qu'on écrit avec les pieds, ça devient tout de suite compliqué de savoir ce que font les acteurs et quelles sont les intentions de ces derniers. Aussi, lorsqu'on entreprend de parler de cocufiage, dès que l'occlusion se présente, on a pu voir tout au long de notre saga de l'été que c'était un petit peu leur domaine, même leur thème de prédilection, et bien plutôt que de faire en sorte que ces annonces soient lourdes et impactantes sur les personnages et sur les spectateurs, ça participe au contraire à banaliser la chose, voire même à la normaliser. Et je tiens à te préciser, toi qui regardes, ce qui me défrise, c'est qu'on a deux personnes qui mentent, qui nient, et qui font tout ça sans scrupule, devant une personne qui, petit à petit, perd de plus en plus espoir envers la personne qu'il aime. Mais on va quand même réussir à te tordre la narration le plus possible, pour faire en sorte que celui qui a des soupçons, c'est lui qui est méchant. Tandis que ceux qui mentent, c'est eux les gentils. C'est ça le pire. Mais ne t'en fais pas, on va voir ça petit à petit. D'abord, avant de visionner les extraits qui me font penser que ces abrutis de scénaristes essaient vraiment de te faire croire que c'est ceux qui mentent qui sont les gentils et les autres qui sont les méchants, il faut bien qu'on ait conscience de tous les éléments. À la fin de l'épisode 2, pour ajouter de la honte sur la douleur de l'infidélité, on décide de te rajouter une petite scène de fin, un petit cliffhanger, une fin à suspense, pour que tu aies bien envie de regarder la suite.
Salomé, en discussion avec son amie Anaïs, lui fait part de ses doutes quant à certains signaux que lui aurait envoyé son corps. Ça va? Ah bah alors, mien. Pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, hier, j'ai fait un malaise. Oui? Pourquoi? Tu t'es senti mal encore? Non, mais... Quand je suis allée à l'infirmerie, Madame Tessier m'a conseillé d'acheter ça. Un test de grossesse? Ce n'est qu'un test. Ce n'est qu'un test, ce n'est qu'un test, ce n'est qu'un test. Je suis sûr que voilà, c'est vraiment juste histoire de... De toute façon, nous n'avons pas copié, une fois de plus, sur une série américaine où deux jeunes étudiantes font face à la grossesse. Non, c'est sûr, on n'a rien fait de la sorte, ça c'est sûr. Si ça se trouve, voilà, ça n'est qu'un test, ce n'est qu'une espèce de petite provocation, et je suis sûr que par la suite... Je suis enceinte. Eh merde! Bon bref, les scénaristes font donc en sorte que la personne qui trompe soit en fait enceinte de son amant. En plus, c'est amené avec une délicatesse. Du coup, des gens qu'il a invités, il y en a beaucoup qui viennent. Ah oui, pas mal, hein. Quelques confrères. Des gens de la région aussi, T'inquiète, ça va pas nous empêcher de kiffer avec nos potes. Non, non, puis c'est le chef Armand qui invite, hein. Il a le droit. Ouais. Ça va? Je sais pas ce que j'ai, je vais pas très bien, je vais aller prendre l'air. Elle est là, tu vois, c'est le deuxième jour d'école, c'est le deuxième jour, etc. Elle est là, elle est plantée devant, tel un piqué devant son assiette de petit déjeuner. Elle ne bouge pas, elle ne dit rien, puis d'un seul coup... Oups, on dirait bien que je vais rendre. Je me demande ce qu'il se passe. C'est lourd, c'est balourd, c'est ahurissant de lourdeur. C'est amené telle une galette dans l'assiette, mais bon, au moins, ça fait une couche de sous-intrigue en plus. Rappelez-vous, c'est ce qu'on s'est dit dans nos épisodes précédents. C'est comme dans Game of Thrones. Il l'a tué. Bon, c'est pas grand-chose. Il l'a tué alors que c'était son frère. Là tout de suite, ça devient mieux. Mais il l'a tué alors que c'était ton frère et qu'il était enceinte. Mais alors là, c'est le pompon sur la cerise, c'est le beurre et le cul de la crémière, c'est la Coupe du Monde en 98. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, maintenant qu'on a tout ça en tête, comment est-ce que les scénaristes vont donc faire en sorte que l'infidélité nous soit présentée comme étant récompensée? Et qu'une personne dans un couple, tant qu'elle n'est pas femme, n'a absolument pas son mot à dire, parce que son corps, son choix. Alors, déjà dans un premier temps, démarrons avec Louis la Saucisse. Louis Guinaud, fils de Claire Guinaud, enseignante à l'Institut Auguste Armand, habite donc, et ce depuis longtemps, avec sa mère. Salomé habite également chez Claire depuis qu'elle s'est mise en couple avec Louis. Ce qu'il y a d'étonnant, et ce depuis qu'on nous a présenté Louis, c'est qu'il est évident que le jeune garçon a de nombreux troubles psychologiques, notamment un manque cruel de confiance en les autres qui le pousse à la colère. T'as pas vu mon carnet bleu? Pas récemment, non? Ça craint, j'ai écrit mon discours de mariage dedans, je le retrouve pas. Tu parles correctement à ta mère, chacal. Alors moi, je vais vous faire part d'une chose. Je pense que si nous en sommes arrivés à ces temps où les gens ont un profond irrespect de tout, de tous et de tout temps, qui se manifeste dans la culture, c'est à cause de l'éducation laxiste des boomers et de la génération X. Ces adultes qui ne comprennent pas le principe de famille soudée, qui vivent leur vie comme s'ils étaient des adolescents, qui changent de compagnon de vie comme ils changent de chemise, ces derniers pensent que l'enfant est une espèce de bête qui doit faire ses propres expériences, sans barrières, sans interdits, sans limites, qu'il doit être protégé du monde extérieur à tout prix, mais qu'il peut discuter de tout et sans tabou. Ça, c'est un des facteurs qui contribue à ce qu'aujourd'hui, nous ayons des chiens qui n'ont aucun respect pour leurs parents.
tu parles correctement à ta mère et à ton père, parce que tes parents sont pas à tes ordres, et même si t'es énervé, tu t'en prends pas à la personne à qui tu parles. Dans un deuxième temps, nous avons donc Louis la saucisse qui se retrouve seul devant l'autel lors du jour de son mariage. Salomette, qui a donc laissé une lettre tout à fait enflammée à son amant, mais pas à son mari, qu'elle prétend aimer, a décidé de faire, voilà, une petite virée comme ça dans les marais salants du Gard. Louis, donc, qui est énervé, ça se comprend, se laisse aller à quelques invectives. Vous êtes bien sur le répondrier de Salomé Tekels? Laissez-moi un message et je vous répondrai. Putain, elle pourrait répondre, moi. Calme-toi. Elle réalise que tout le monde s'inquiète. Bon, écoute, elle a juste un moment de doute. Voilà, ça arrive avant un mariage. Mais moi, j'ai pas eu de doute. Si elle voulait pas se marier, il suffisait de lire. Je lui ai pas mis le couteau sous la gorge. Oui, je sais. Elle est grande. Elle est libre. Suffisait de dire non. C'est pas compliqué. C'est quoi la question? Elle a envie de se marier, simplement là, elle panique. C'est normal, c'est un engagement important. Si c'est ça, on n'a rien à faire ensemble. Je veux une femme solide. Pas une gamine qui flippe. Non, c'est injuste là. Moi, je suis injuste. Elle me plante le jour du mariage. On n'en est pas encore là, d'accord? Baisse pas les bras. Si elle me fait ça, je ne veux plus jamais la revoir. Elle prend ses affaires et elle se casse. Elle va crever ailleurs, l'orpheline. Bon, arrête, tu parles pas comme ça. Tu crois que je pourrais supporter de voir sa gueule après une humiliation pareille? Devant tout l'institut, tous les chefs. Elle te ferait jamais ça. Tu pars, elle va me lâcher, c'est sûr. Et là tu te dis, tiens, c'est étonnant quand même. On peut être énervé dans ce genre de situation, ça se comprend. Mais là, le mou du gland, il a quand même des problèmes de gestion de la colère. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce qu'on veut véritablement te mettre en avant qu'il est très expansif? Ou est-ce que ceux qui ont écrit sont en réalité de sombres demeurés? Ah, entre les deux, mon cœur balance. Et enfin, dans un troisième temps, nous avons cet extrait. Nous sommes quelques jours après le mariage, Salomé s'est finalement décidée, on verra après comment elle a changé d'avis, et elle est en train d'avoir une discussion avec son actuel mari. T'as vu ça? Ça t'intéresse pas ou quoi? Attends, les gens se sont fait chier de faire des cadeaux de mariage. Non mais si, ça m'intéresse. On a été vraiment gâtés, hein, on a beaucoup de chance. Ah, on ne dirait pas avec la tête que tu fais. Mais je fais pas de tête. Si, tu fais cette tête depuis le mariage. C'était pas assez bien, t'as pas kiffé? Je suis désolé de pas avoir trouvé mieux qu'un château pour qu'on se marie. Mais si, j'ai adoré. Salomé, si t'avais adoré, on aurait fait l'amour pendant notre nuit de noces. Je t'ai dit que j'étais désolée. La fête a duré 7 heures, j'étais crevée. Ah oui? Il y avait une fête hier soir? Et samedi soir? Pas cool, hein? T'aurais pu m'inviter. Mais non. C'est juste la pression du mariage, là, qui retombe. Tu me caches pas de fête secrète, alors? Non. Ni rien d'autre? Mais bien sûr que non, je suis super heureuse qu'on soit mariés. C'était juste un peu de fatigue, rien d'autre. Ok, je te crois. Waouh! Il a dit ça! Il a dit ça, ouais. Ok, d'accord. Bon, que je me permette de développer, parce que bon... Donc, on a notre chacal, là, qui nous dit ça. Salomé! Salomé, j'ai envie de toi! Ouvre la porte! Je veux faire l'amour! Sous couvert de... Je veux faire l'amour! On est mariés! Ouvre tes cuisses! Alors, personnellement, ce qui me choque, c'est la volonté de dénaturer tout jusqu'à ce qui est sain. Que je m'explique. Pourquoi est-ce que dans l'inconscient, on attend d'un couple, pas simplement d'une femme, d'un couple, qu'il consume son mariage? Parce que dans notre tradition catholique, il y a le précepte lié à la chasteté. L'idée d'éviter les tentations de la chair afin que l'homme et la femme soient les seuls dans les liens du mariage à s'offrir l'un à l'autre, dans l'amour, la foi et le but de procréer. C'est un résumé, mais c'est l'idée. Les définitions ont évolué entre-temps et les mœurs également, j'en suis conscient. Dès lors, entendu que chacun observe cette chasteté, on espère du mariage qu'il soit le pivot de la vie d'une femme et d'un homme, au sens où ces derniers peuvent maintenant s'adonner au plaisir de la chair. L'adage « consumer son mariage » vient de là, en fait. Toujours est-il que si un homme au 14e venait à être agacé par la non-volonté de sa femme à se lancer dans une partie de jambes allongées, parce que, rappelons-le, qu'il n'y a qu'une seule manière de faire l'amour à l'époque, ça reste légitime. Et assurez-vous d'une chose, si ça avait été une femme qui se voit refuser la chose par son homme, c'est tout aussi légitime. Mais le fait que Louis la saucisse ici ne soit pas content parce qu'il n'a pas trempé le biscuit, il n'y a aucune légitimité. Parce que, expliquons-le avec un extrait, il n'est absolument pas surpris de trouver dans le sac à main de sa copine un test de grossesse. C'était où la dernière fois que tu l'as vu? À l'institut, hier soir.
le sac de cours de Salomé. Ah, il est sur le meuble de l'entrée. Dis donc, t'as pas peur qu'elle lit son discours, toi? Ça va, c'était juste le temps de rentrer. S'il n'est pas surpris d'avoir trouvé un test de grossesse dans le sac à main de sa copine, ça veut dire qu'ils ont déjà fait des galipettes sous la couette. Donc là, il est bien triste parce que il a les couilles bleues, mais ça fait pas 25 ans qu'il se les traîne. Ça doit faire une semaine ou je ne sais quoi. Et encore, on sait pas ce qu'il fait tout seul. Donc voilà, moi, si tu veux, je suis choqué à cet endroit. Mais bon, je ne suis pas dupe. Je comprends bien que cette phrase, maintenant dite, elle veut sonner comme ça. Salomé, on est mariés maintenant. Ouvre. Tu vas faire une turlute. Moi, je t'ai fait un super mariage. Signifiant que l'acte d'amour est une chose que l'homme achète et qu'on lui doit parce qu'il est un homme, faisant de ce personnage toujours un petit peu plus con qu'on ne l'a vu la fois d'avant. S'il n'y a pas une espèce de scène où il y a une atteinte à l'intégrité physique, je l'ai dit, le chapeau je le mange. Et puisqu'on a en face de nous des personnes qui sont mais sur un stade avancé d'éveil de conscience, on a le droit à des scènes délirantes, toutes droit tirées d'un téléfilm allemand qui passe les après-midi à la télévision. J'ai la nausée. T'aurais préféré quoi, que je jappe sur la bouffe? Préférais que t'apprennes à te gérer. Mais c'est monté d'un coup, c'est pas ma faute. Tu feras quoi quand tu dirigeras une brigade? Tu partiras en plein coup de feu parce que tu t'es cassé un ongle? Mais je me suis pas... Elle va penser quoi, ma mère? Elle croit en nous, c'est la honte, là. Bah, elle avait pas l'air de m'en vouloir. Parce qu'il y avait du monde. Ça fait partie du taf, de savoir prendre sur nous. Alors ok, tu veux pas coucher parce que t'es fatigué, mais là on n'est pas au lit, on est en cuisine. C'est un pervers narcissique. Vous avez vu dans son comportement comment il est manipulateur? Moi je l'ai vu tout de suite. Je l'ai reconnu parce que j'ai lu un super article sur Closer. Et en plus de ça, ils en ont aussi parlé sur mademoiselle.com. Je pense qu'elle est enceinte. Quoi? Elle a ses nausées depuis quelques jours, elle a fait ce malaise. Elle est peut-être juste malade, c'est tout, non? Non, 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 je la connais par cœur, elle me fuit, elle est bizarre, il y a plus que ça. Te mentirais pas sur un truc aussi gros. Tu crois? Ouais. Elle t'aime. Tu penses que je me fais des films? Je sais pas, en tout cas, c'est avec elle que tu dois voir ça. T'as raison. T'as raison, je vais acheter un test de grossesse et je vais lui faire faire. Ouais. De toute façon, c'est la seule solution pour que j'arrête de me prendre la tête. Un test, et je serai fixé. Pervers narcissique. Pervers narcissique, hein. Donc il faut croire que nous avons en face de nous quelque chose qui est de l'ordre du psychopathe en puissance, voulant épier jusqu'au moindre mouvement de sa compagne, ou voulant lui faire un test de paternité pour savoir s'il est réellement le père. C'est quand même très rassurant. Mais ce manque de confiance en soi, en réalité, il n'est jamais véritablement traité, sauf à cet instant. Attends, tu peux me rappeler à quel âge tu m'as eu? Oui, bah justement, je sais de quoi je parle. Tu te rends même pas compte des sacrifices que tu vas devoir faire pour concilier ta vie professionnelle et ton bébé. Je suis ravi d'apprendre que j'étais un poids pour toi. C'est pas ce que j'ai dit. Là, t'es clairement en train de dire que tu regrettes de m'avoir eu. Non, je regrette pas de t'avoir eu, je regrette de pas avoir pu m'occuper de toi comme j'aurais dû. Ouais, bah Salomé, elle sera pas toute seule. Parce qu'à la différence de toi, elle a su garder son mec. Et là, tu vois, je me dis, c'est étonnant. Le petit garçon, qui ne sait pas contrôler son tempérament, il a grandi sans mère, parce que celle-ci voulait être carriériste. Il a grandi sans mère, mais aussi et surtout, il a grandi sans père. Moi qui ai fait toute une vidéo sur l'importance de la figure paternelle pour l'éducation de l'enfant, je t'avoue que je suis tout abasourdi devant de telles vérités. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Et puis un peu après, nous avons cela. Rappelons une chose, Louis a découvert que Salomé était enceinte parce qu'il a découvert le test de grossesse dans son sac à main. Enfin, il y avait bien un truc qu'elle m'avait pas dit, mais c'était pas ça. C'était quoi? Ah, j'ai envie de te laisser deviner, mais tu trouveras pas. Elle est enceinte? Salomé, enceinte? Ah, t'es choqué, hein? Ouais, je sais, on enchaîne. Mariage, bébé. Mec, tu pourrais te réjouir pour moi, c'est une nouvelle de ouf, je vais être papa. Ouais, c'est cool, je suis content pour vous. Je suis trop heureux. Louis?
Je peux te voir 2 secondes? Je te laisse y aller. Quoi? T'annonces à tout le monde que Salomé est enceinte? Il est où le problème? Bah, tu devrais pas faire ça. Là aussi, il me faut ton autorisation. Ça s'arrête quand? J'ai pas le droit d'être heureux, en fait. Et si elle décide d'avorter, tu leur diras quoi? Maman, mets-toi bien ça dans la tête. Elle va pas avorter. On le garde, ce bébé. Étonnamment, le petit garçon, qui a grandi sans papa, et un petit peu aussi sans maman, il veut garder son enfant. Plutôt que sa femme avorte. Alors que elle, de son côté, bon bah t'as tout son entourage, tu as ses amis, t'as même sa belle-mère qui lui dit « Ah non, 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 les enfants, pas tout de suite, hein. Ta carrière d'abord. Hein. » T'as même son amant qui lui dit « Oh, de toute façon... » Attendez, il faut que je la fasse comme lui il fait. « De toute façon, quoi que tu fasses, moi je serai toujours là pour toi. » Donc voilà. On met bien en plus, la série met bien en avant que oui, alors la femme, c'est elle qui décide, c'est son corps, c'est son choix, il faut qu'elle soit carriériste, etc. Ce n'est pas parce qu'une femme s'adonne au plaisir de la chair qu'il faut qu'elle ait tous les problèmes qui vont avec. Hein. Pas responsable, pas coupable, pas de devoir, que des droits. Mais tu vois, candide comme je suis, je me pose la question... Est-ce qu'on va développer sur les ramifications psychologiques qui poussent un enfant qui a grandi sans parents à vouloir garder l'enfant de la femme qu'il aime? Est-ce que ça va être, ne serait-ce que développé un petit peu au bout d'un moment? Je ne sais pas, je me pose la question. Donc, on a Louis la saucisse qui nous est dépeint comme ayant un trouble de la personnalité. Ostensiblement, si tu en viens à vouloir traquer ta petite copine, si tu en viens à douter de tous ses faits et gestes, et à ne pas lui faire confiance, ça veut dire que t'as des problèmes non résolus avec le passé. En l'occurrence, ça tombe sous le sens que de manquer d'un père, ça n'aide pas. C'est étonnant de voir que les scénaristes ont eu ce trait d'esprit-là, quand la plupart du temps, ils sont pas fichus d'écrire une scène correctement. On n'oublie pas, surtout, n'oubliez pas le kiwi, hein. Mais ce qui me dépasse le plus, c'est que tout est narré pour te faire croire que c'est Louis la saucisse qui surréagit à chaque fois. Mais en réalité, il a bon à chaque fois. À chaque fois, il a correct sur ce qu'il s'est réellement passé, sur ce que sa fiancée lui cache, sur ce qu'elle fait véritablement. Ils ont voulu dépeindre sa tendance à être suspicieux comme quelque chose de tordu. Mais à chaque fois, ses soupçons sont fondés. Si t'as 2 neurones qui se touchent là-haut, et si tu veux vraiment montrer que sa déviance, ce psychopathe lui fait aller trop loin, tu fais extrapoler ton personnage d'éléments mineurs vers majeurs. Tu fais pas en sorte qu'il ait des soupçons sur des choses qui sont actuellement passées. Vous êtes des débiles. Je sais pas, moi, disons, imaginons, voilà, imaginons, il est tard, il est chez lui, et puis il est en colère, parce que l'autre, elle est pas rentrée, il est bougon, là, il est pas content, et puis l'autre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, sur le chemin du retour, elle avait une petite fringale, elle a décidé de se prendre un pain au chocolat, ou une chocolatine, hein, je sais pas comment vous dites chez vous, et puis il lui reste un petit bout, comme ça, là, de chocolat au bord de la lèvre. Donc, elle rentre, lui, il la regarde, et puis il fait, alors c'est comme ça. C'est pour ça que tu rentres tard. Tu fais des orgies scatophiles dans mon dos. Voilà! Ça va trop loin. Mais là, pour le coup, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, tu m'as trompé. Elle l'a trompé. Elle lui dit non. Lui, il s'énerve. Mais c'est pas être un psychopathe! C'est juste avoir du bon sens! Bon, bref, pour continuer là-dessus, à la fin de l'épisode 4, Salomette décide donc de fuguer la veille de son mariage. Le lendemain, au petit matin, Maxime discute de la lettre qu'il a reçue de la jeune femme avec Enzo. Pour je ne sais quelle raison, Enzo lui dit que s'il sait où elle se trouve, il faut qu'il aille la chercher et qu'il la convainque de se marier. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens, là? Quand est-ce que tu dis à la personne qui est amoureuse, tiens, va la voir et va la convaincre de se marier avec quelqu'un d'autre? Quand est-ce que ça fait sens, ça? Et le pire, c'est qu'il y va, ce con. Il y va, il prend sa petite bicyclette et hop, je vais convaincre l'autre d'aller se marier. L'autre qui, rappelons-le, a passé toute la nuit dans les marais salants, qu'on sait même pas comment elle a fait pour changer ni quoi que ce soit, parce qu'elle part la veille en tenue, puis elle apparaît le lendemain en vêtements de sport. Y a rien qui fait sens, c'est déjà insupportable à regarder, mais bon, passons, voyons quelle est la véritable raison qui va pousser à ce que Maxime, qui aime Salomé, va la convaincre de se marier avec Louis. Faut que tu l'épouses. Quoi? Tu
dois épouser Louis. Je suis pas en train de te dire que je t'aime plus. Je suis fou amoureux de toi et je sais pas si je me remettrai un jour. Alors c'est peut-être la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire, mais voilà. Il faut que tu reviennes. Pourquoi tu me dis ça? Parce que ta vie, elle est à l'Institut. Ces gens, c'est ta famille. Il y a tous tes amis, tous les chefs que t'admires. Tout est là-bas pour toi. Il y a Louis aussi. Et tu l'aimes. Je vous aime tous les deux. Tu dois aller au bout de ton histoire avec lui. Alors, la raison du pourquoi, c'est ça. Parce que les gens de l'Institut comptent beaucoup plus parce qu'ils ont travaillé sur le mariage. Bon, moi je pense il faut que je vous fasse part d'un petit truc. Si vous voulez, moi, ça fait déjà pas mal de temps que je bosse dans le domaine de la critique. Et bon, j'ai pas voulu le dire plus tôt. Bon, j'ai un peu triché, si tu veux, parce que personnellement, ce qui se passe, c'est que j'ai un don. J'ai un don inné qui me permet, lorsque je regarde quelque chose, de comprendre directement le sous-texte. J'arrive à comprendre tout de suite ce qu'il se passe à l'écran, là où des néophytes ne pourraient pas comprendre justement tous ces petits détails. Et il y a des chercheurs qui m'ont contacté pour me dire écoutez, votre don il est quand même formidable et on aimerait bien savoir comment ça se passe. Et donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait une batterie de tests sur moi et ils ont découvert que mon don, en fait, il venait des oreilles. Ils ont découvert que ça venait des oreilles et que j'arrivais en fait à entendre le sous-texte. Ils ont réussi à faire une chambre modulable dans un casque audio pour faire en sorte que les gens puissent voir les œuvres comme moi je les vois. Alors, moi je pense que ce qu'on va faire, tout simplement pour cet extrait, pour bien comprendre qu'est-ce qu'il se passe exactement, je vais vous mettre le casque sur les oreilles, puis vous allez voir en fait quelle est la véritable raison. Vous êtes prêts? C'est bon? On y va? Parce que si tu pars, ça nous fait au moins 3 intrigues en moins à développer dans notre série. Je te rappelle qu'on doit faire 200 épisodes, et on aimerait bien que le triangle amoureux dure sur une bonne 50aine au moins. Petit bonus de 10 épisodes avec le polichinelle dans le tiroir. Hop là, celle-là, elle est pour moi. Bon, il y a aussi l'intrigue avec Francis Huster qui essaie de te serrer. Je suis sûr qu'on peut tabler sur 5 épisodes où ce vieux cochon essaie de te mettre une main aux fesses. Ou au moins un doigt dans la bouche, comme Hortense et Elliot. S'il te plaît, reviens, c'est pour le scénario. Alors? L'expérience dans mes oreilles? Ça change le monde, hein? Comme vous l'aurez compris, la volonté de Maxime de convaincre Salomé n'est motivée que par des ficelles scénaristiques. Il n'y a rien de logique qui pousse le spectateur à se faire à cette idée de « Ah bah oui, c'est vrai, dis donc, les gens ils ont travaillé, c'est quand même pas très gentil pour eux !» Il n'y a aucune logique là derrière, sauf une logique scénaristique. Parce qu'on veut qu'il y ait ces mièvreries adolescents, parce qu'on veut qu'il y ait ce romantisme à l'eau de rose pour un public qui m'est totalement inconnu. On est vraiment dans la romance à l'eau de rose parce que, regarde, je comprends que dans une situation pareille, où 2 personnes qui s'aiment soient proches, mais là, regarde, je t'en supplie, regarde, il est tellement proche d'elle que quand il expire, ça fait bouger les cheveux de la fille. Leurs têtes sont tellement proches, mais on n'attend que ça, on veut voir là la grosse galoche de cinéma. Puis on est dans la telenovelas. Si te quiero, no te quiero, si te quiero, no te quiero. Et ça va être ça pendant 200 épisodes. Peut-être qu'un jour on se retrouvera. On finira ensemble. Moi, j'y crois. Mais pour l'instant, c'est avec lui que tu dois être. Et voilà, la galoche, le patin, el patino, si te quiero. Prévisible? Oui. Inattendu? Non.
Un hôtel? Va te faire foutre. Maxime donc profite de sa solitude avec Salomé pour lui faire un détartrage des dents gratuit et la convainc de revenir à l'institut pour se marier. On n'oublie pas, hein, tous les trucs qui peuvent avoir lieu au monde, il faut que ça se passe à l'institut. Voilà ce qu'il se passe quand on laisse l'écriture d'une série à des fans d'Harry Potter. Le mariage prend lieu, Louis est détendu, les gens rient, les gens dansent, Francis Huster en profite pour glisser des mains aux fesses. Hop hop hop, vieux cochon en action, la fesse, la main aux fesses, elle arrive. Tout va bien dans le meilleur des mondes, comme le dirait Pangloss, et ce, jusqu'à la découverte du test de grossesse. Car oui, n'oublions pas qu'il y a une grossesse en jeu. Enfin, une grossesse. Oui et non, si on peut dire. Hein? C'est quoi le truc que tu voulais me dire? Bah, je crois que je sens les premiers symptômes de la grossesse. Ah bon? Genre quoi? Ben, j'ai eu des grosses nausées ce matin en vidant les poissons avec Louis. Ah merde! Et tu l'as dit du coup? Non, je peux pas. Faut que je gère toute seule. Tu te sens comment là? Ben, ça fait trop bizarre que ça devienne concret. Tu t'es décidé sur ce que tu voulais faire? Non. Je sais que tu ne demandes pas mon avis, mais y a pas de honte à avoir. C'est ta vie, ton corps, c'est toi qui choisis. Je voulais pas le dire. Mais je le savais. Comme quoi, j'ai du flair. Hein. Je le savais qu'on allait en arriver à ça. Mais bon, vu que j'ai rien dit jusqu'à présent, parce que je le savais, mais vu que j'ai rien dit, eh ben je vais continuer à ne rien dire. Parce que c'était évident que ce genre de sujet allait être évoqué. Et bien que je puisse avoir un avis dessus, je n'en ferai pas part. Je n'en ferai pas part parce que, selon la doxa, vu que je ne suis pas concerné directement, je n'ai pas mon mot à dire. Et toujours selon cette même doxa et la vie générale, si je ne suis pas concerné directement, je n'ai pas non plus à être concerné indirectement. Donc, ce sera très simple pour le coup, j'ai mon avis sur la question, mais je ne le dirai pas ici. Je pourrais éventuellement vous en parler en commentaire si vous voulez en savoir plus, mais ça ne servira à rien d'essayer d'avoir un discours sensé, logique, tout en gardant sa propre éthique et en respectant l'autre. Parce que de toute façon, je suis sûr et certain que, mais quoi que je puisse dire, ce ne sera pas écouté par les personnes qui, elles, sont concernées. Ce sujet va donc être évoqué suite à la découverte du test de grossesse, et la descente de Louis ne fait que commencer. À partir de là, tout s'enchaîne. Les mensonges fusent et ne s'arrêtent pas. Au devant de son test de grossesse, Salomé ment et dit à Louis qu'elle n'est pas enceinte. Lorsque Louis lui demande quelle est sa relation avec Maxime, elle nie le connaître et prétend le découvrir depuis sa rentrée à l'institut. Lorsque Louis découvre qu'elle était avec Maxime pendant son stage à Bordeaux, elle dit qu'effectivement, elle était avec lui, mais qu'elle ne voulait pas montrer qu'ils se connaissaient déjà. Lorsqu'elle va pour faire une visite chez le gynécologue, Louis la trace grâce à un GPS installé sur le smartphone de la demoiselle, il la retrouve, elle lui avoue qu'elle est enceinte, alors qu'elle a prétendu le contraire depuis le début, et lui ment sur qui est le père. Maxime lui-même lui ment ouvertement et prétend ne pas connaître Salomé, alors qu'à de nombreuses reprises, ils sont surpris à parler ensemble et que Louis a connaissance du stage à Bordeaux. Et puisque Louis, qui ne la croit pas, parce qu'elle lui ment sur tous ces aspects de la vie, lui demande de refaire un test de grossesse devant elle, Salomé demande à son amie Anaïs de lui prêter de la pisse pour falsifier le test. Qu'est-ce qui se passe? C'est Louis, il a tout capté, il veut que je fasse un test de grossesse. Sérieux? Mais tu vas faire quoi? Bah, je sais pas. Tu penses pas que tu devrais lui dire? Non, je peux pas, je t'ai déjà dit, c'est pas le sien. Oui, bah ça, tu lui dis pas, tu lui dis juste que t'es enceinte. Ce sera quand même plus simple que de tout faire en douce comme ça. Non. Il va péter un câble si jamais il apprend que je lui ai menti. Ça t'es tombé dessus, t'as paniqué sur le moment, c'est pas de ta faute. Mais non, il me l'a déjà demandé plusieurs fois et j'ai soutenu que non. Il dira bien que l'important c'est que t'as fini par lui dire. Ça sera une trahison pour lui et je le sais. Comment tu vas faire pour le test alors? Bah, faut qu'il soit négatif, j'ai pas le choix. Tu veux que je t'aide? Tu veux bien? Bien sûr. Elle l'a trompé. Elle ment. Elle rechigne à refaire un test devant lui pour lui prouver que sa bonne volonté. Elle veut cacher sa grossesse pour pouvoir ensuite avorter dans son dos. Ça me fait marrer parce que je me rappelle de cette ligne dans Wikipédia
où ça dit, par rapport donc du coup à la série en question, que cette série qui a été sortie donc pendant que nous étions enfermés de force chez nous, cette série avait pour but de donner de l'espoir aux téléspectateurs. Avec une série comme ça, moi j'ai envie de te dire, c'est bon, là, j'ai le moral au plus haut, je vois des petits papillons qui volent dans le ciel, je suis, mais au sommet, là. Après, tu vois, si j'étais un scénariste à la manque, comme tous les créateurs de cette série, ce que je ferais, c'est que je ferais en sorte que la fille qui donne sa pisse, eh ben, elle soit enceinte. Comme ça, du coup, la blondasse, elle est là, donc dans le cululu, elle donne un truc, ah bah oui, bah effectivement, je suis vraiment enceinte, sauf que l'autre aussi, ça fait que du coup, la brune, là, elle est enceinte aussi, faisant d'Enzo, son copain, quelqu'un qui va devenir père, mais qui est aussi infidèle. Voilà, donc comme ça c'est bien, on remplit pour 20 épisodes de drame, tu vois. On va voir comment est-ce qu'ils vont gérer l'affaire. Alors? Faut attendre un peu. Combien de temps? Je sais pas, 1 minute. Tu te rends compte de ce que tu m'obliges à faire? Pas ça un peu extrême? Tu crois que ça me fait plaisir? Tu crois que j'avais envie d'en arriver là? Ouais bah le fais pas, crois-moi. Mais j'ai envie de te croire, c'est toi qui fais tout pour que j'ai pas confiance. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as disparu le jour du mariage et tu m'as caché que t'avais fait un test. Le jour du mariage, j'étais un peu stressée. Et le test, il était négatif, y'avait rien à dire. Quand tu l'as acheté, tu le savais déjà? Non. Voilà. Donc t'as eu un doute, tu t'es dit que t'étais peut-être enceinte et tu m'en as pas parlé. Ou alors tu t'es dit que c'était ta vie et que ça me concernait pas. Mais non. Alors? Moi je te faisais confiance, Salomé. C'est toi qui as tout cassé. Je suis désolée. Va falloir trouver un petit peu mieux que ça. La confiance, ça se mérite. Sois droit. Après, on verra. C'est bon le test. Il est négatif. Tu vois, je te l'avais dit. Eh ben, je passe bien pour un con maintenant. T'es content? Mais Louis, attends. Laisse-moi. Le pire dans cette histoire, c'est que j'aimerais vraiment vous faire part de mon avis sur la question, mais je sais déjà ce qui va se passer, ça va être d'énormes... En plus, surtout en ne disant rien, ça va être énormément de coups de moraline dans les commentaires, ça va être libre cours à l'imagination de tout le monde, donc écoutez, plutôt que de vous laisser vagabonder comme ça, je vais vous mettre en avant cet extrait. Je peux? T'as pas l'air très joyeuse pour une jeune mariée, hein? Je sais qu'on se connaît pas encore très bien, mais si jamais t'as besoin de parler, moi j'aime bien écouter. Et surtout, j'adore ne rien répéter, ça c'est ma passion. Je sais pas comment, je suis enceinte. Mais c'est pas une bonne nouvelle. Non. Ça arrive. T'en as parlé à Louis? Non, j'ai pas réussi à lui dire. En même temps, t'as le droit de savoir ce que tu veux faire avant de lui en parler. Oui, mais le truc, c'est que... Je crois que c'est pas lui le père. Vous me trouvez horrible? Non, pas du tout, non. Moi, je me trouve horrible. Hé, sois pas si dur avec toi. Vraiment, ça sert à rien. J'ai fait n'importe quoi et j'ai gâché ma vie. Non, je t'assure que non. T'as pris rendez-vous chez le gynécologue? Ouais, j'y vais vendredi. Hé, tu sais ce que tu veux faire ou... Non, pas encore. Tu veux qu'on en parle? Non. Ça me fait du bien de parler avec vous, mais ça, je me sens pas capable. Pas de problème. Mais si t'as besoin plus tard, je suis disponible. Si tu veux parler de ça ou d'autres choses d'ailleurs. Je veux pas vous embêter. Ce qui m'embête, c'est de te voir comme ça. De savoir que tu portes tout ça toute seule. Il vient de se passer un truc là. C'était pas grand chose, mais il vient de se passer un truc. Et il a pas suffi de grand chose. Il a suffi de poser l'action, de faire en sorte que les personnages, tout du moins les acteurs, soient convaincants. On a Vanessa Demouy, on a vraiment l'impression, on croit ce qu'elle dit,
Ce qui est quand même cocasse, parce qu'en fait, je me moque d'elle depuis le début, mais c'est peut-être la seule qui s'a joué dans toute cette série. Mais il n'a pas suffi de grand-chose. Poser l'action, faire en sorte que les paroles qui soient prononcées, elles soient plus de l'ordre de la discussion, en fait. Pas du discours. Il a fallu faire en sorte que ce que nous disent les gens, c'est quelque chose qu'on a l'impression d'entendre de n'importe qui. Et il a suffi vraiment de quelques plans. C'était vraiment pas grand-chose. Et voilà, je pense qu'il fallait que je vous montre ça. Il fallait que je vous montre cet extrait, parce que c'est grâce à ce genre de moment dans la narration que le discours est véritablement porté. Là, il y a de la nuance. Là, le propos, il peut être compréhensible de tous, parce qu'il revêt tous les aspects du discours. Ça aurait pu s'arrêter là, la torture aurait pu s'arrêter là, mais malheureusement pour nous, la torture continue, surtout à cause du dernier acte de cette intrigue. Louis, qui n'en peut vraiment plus de tous ces mensonges, et qui, avec brio, a su deviner que sa désormais épouse lui a caché sa relation avec Maxime, propose de faire passer un test de paternité à cette dernière. Bon, t'as raison, je les connais. Pardonne-moi, princesse. Et quoi? Dans 4 jours, quand tu te retaperas un flip, ça va recommencer? Écoute, je sais que je me laisse déborder parfois, mais je vais travailler dessus. D'accord? Je me suis même dit que j'allais prendre rendez-vous avec un psy. C'est vrai? Oui. J'ai aussi pensé à un truc qui pourrait nous permettre de repartir sur de bonnes bases. Dis-moi. Ça s'appelle un test de paternité prénatale. Un quoi? C'est hyper simple. On prélève l'ADN de ton bébé dans ton sang, puis mon ADN dans ma cellule, et on regarde si ça match. Mais pourquoi faire? Pour savoir si c'est bien moi le père. Ah, donc tu me fais toujours pas confiance, en fait. Non! Non, il ne te fait pas confiance. Et le fait que tu persistes et tu signes dans le mensonge, que tu feins l'indignation en mode « Oh, bah t'as pas confiance en moi », mais à quel moment t'es la bonne personne dans cette histoire? À quel moment, vous, les scénaristes, vous essayez de nous faire croire à une espèce de Roméo et Juliette à l'envers? Je n'y crois pas à leur idylle fantastique qu'ils sont en train de vivre. Oh, le pauvre amour interdit. Mais il est pas interdit, il est déjà existant. Il est déjà existant et en plus il est ultra irrespectueux de la personne que vous essayez de diaboliser. Louis, n'ayant plus aucune confiance à Salomé, décide donc de franchir le cap de l'irréparable. Lors d'une soirée, il introduit des somnifères dans la boisson de Salomé et décide de lui prélever un peu de sang à la base du doigt qui servira à faire le test de paternité. Le lendemain, Salomé se demande ce qui lui arrive, ne comprenant pas pourquoi elle se sent fatiguée après avoir autant dormi, ou bien encore pourquoi elle a des douleurs au doigt. C'est alors que Louis lui révèle tout. T'as un truc mieux à faire, peut-être? Louis, commence pas. J'ai pas la force. T'es encore fatigué, c'est ça? Pas seulement. Tu te souviens si je me suis fait mal au doigt hier? Au doigt? Ouais, je me suis fait un truc, je sais pas comment j'ai fait ça. Bah, je t'ai dû te couper en cuisine. Non, c'est pas une coupure. Regarde. Non, c'est rien là, ça se voit à peine. Peut-être, mais je me souviens ni de ça, ni de la soirée. C'est quand même bizarre. Non, t'étais crevé, c'est tout. Si j'ai des absences et que je me rends pas compte, ça peut devenir dangereux pour le bébé. Non, arrête de dramatiser. Si, je vais quand même aller voir un médecin. C'est pas la peine, je te dis. Louis, je t'ai dit que ça m'inquiète. Y a pas de quoi s'inquiéter. C'est moi qui t'ai donné un somnifère. Voilà, t'as rien. Quoi? Pourquoi? Pour le test de paternité, je t'ai prélevé du sang avec une aiguille. Voilà, c'est ça que t'as le droit. Attends, mais comment t'as pu me faire ça? T'es complètement dingue? Écoute, je suis désolé. Je sais pas comment j'ai eu cette idée, je me suis dit que c'était la seule solution pour regagner ta confiance. La seule solution? Attends, tu m'as drogué. T'as prélevé de mon sang, tu te rends compte? Tu te calmes, s'il te plaît. Et t'es un grand malade, en fait. Tu sautes au plafond de devenir père, et tu drogues ta femme enceinte, mais t'aurais pu le tuer, le bébé. Oh, ça va, c'était un somnifère, pas de la kétamine. Me touche pas. Salomé. Tu me parles tout le temps de confiance. Comment tu veux que je te fasse confiance après ce que tu m'as fait? Ok, j'ai merdé. Mais toi, tu m'as menti à propos de Maxime. Non, tu retournes pas à la situation. Non mais... Espèce d'énorme connasse. Oui, non mais je sais, oui, non mais j'en ai ras le cul. Oui, c'est un personnage... Non mais, il faut qu'on adresse le sujet quand même. J'espère pas que pour les scénaristes, on est censé avoir de l'empathie pour elle, juste parce que son copain fait ça. Parce que la meuf, elle le trompe, elle tombe enceinte avec un autre homme, elle se marie, elle lui ment sur ses tromperies,
Elle lui ment sur son amour, elle lui ment sur sa grossesse, elle lui ment sur ses déplacements, elle passe son temps à aller voir son amant, elle recomplice son entourage pour mentir à son mari, elle projette d'avorter pour pouvoir éviter d'avoir à avouer qu'elle a trompé son mari, elle falsifie des tests, et il faudrait qu'on ait de l'empathie pour elle. Elle veut le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et les entreprises présidents, et il faudrait qu'on ait de l'empathie pour elle lorsque le mec a fait le geste de trop. Mais allez vous faire foutre. Elle est responsable de tout ce qui lui arrive de bout en bout. Elle ment à longueur de temps et fait tout dans un seul intérêt, le sien. Et il faudrait en plus qu'une fois que le mec a fait le geste de trop, il faudrait qu'on ait de l'empathie pour elle à ce moment-là. Non mais rassurez-vous d'une chose, je ne suis pas du tout en train de justifier l'acte de la personne, parce que ça aussi, c'est pénalement répréhensible. Mais je ne vais pas me mettre à me dire, bah oui, effectivement, elle retourne tout le temps la situation dans son avantage, mais là, pour le coup, c'est vraiment pas bien. Non, je ne vais pas faire ça. Déjà, il faut qu'on parle d'un truc. Quand je dis que vous savez pas écrire, c'est pas qu'un peu. On a déjà pu voir dans les épisodes précédents qu'en fait, vous étiez des incompétents. Mais, avec ce que je vais vous montrer, j'ai la preuve que vous êtes des nuls. J'ai la preuve que vous êtes des nuls grâce à cette réplique. J'essaie juste de t'expliquer, j'ai vrai dire. Mais j'avais besoin de réponse. Tu sais comment je suis un peu fou parfois. Un jour, quand je débutais mon apprentissage du théâtre, je ne connaissais donc rien du tout à l'actorat, on m'a demandé de faire une improvisation sur le thème de la maladie. Je rentre sur scène, je ne sais pas ce que je fais, parce que forcément j'ai aucune idée de quelles peuvent être les actions que je peux faire pour bien transmettre mon discours. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis, de manière ouverte à tous, je suis malade. Dans la pièce, parce que c'était pas vraiment une scène de théâtre, dans la pièce donc, on a bien senti que c'était lourd. Il n'y avait pas besoin d'être un expert pour pouvoir comprendre qu'en fait là ce que j'avais fait c'était de la merde. Tout le monde, ça se sentait en fait, et c'est ça qui est de très intéressant lorsque tu es un acteur et que tu es en train de te planter. Les regards sur toi, tu les sens et ils sont pesants. Tout le monde a bien compris que je m'étais planté. Une fois que j'avais terminé mon improvisation, la prof de théâtre m'a fait un petit peu un topo de ce qui n'allait pas. Et elle m'a dit, tu joues un malade. Tu n'as pas besoin de nous dire que tu es malade, de le mentionner, de l'expliquer avec des mots. Il faut qu'on le voie. Tu n'as pas besoin de le dire. Le fait que vous fassiez dire à votre personnage, tu sais, je suis un petit peu fou, pour faire acte de, effectivement, il est fou, ça veut dire que vous ne savez pas écrire. Ça veut dire que vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de faire. Après avoir vu cette série, tu vois, moi je me pose des questions. Candide comme je suis, je pose des questions. Elle est où la morale dans votre culture? Parce que ce que vous faites avec vos produits culturels là, c'est de répandre ça et là de l'idéologie, donc c'est bien joli, mais elle est où la morale? Quand est-ce qu'en tant que spectateur, on est censé avoir ne serait-ce qu'une once de respect pour cette femme? Et de retourner l'histoire en disant « il est allé trop loin cette fois », c'est trop facile. Vous êtes des êtres abjects, vous les créateurs de cette série, vous êtes des êtres immoraux. Votre conduite n'est dictée que par le sens du vent et de l'argent. Dès lors, je ne vous souhaite pas de malheur, ça irait contre mes principes. Sachez néanmoins que je ne vous souhaite pas pour autant du bonheur. J'en suis venu à la conclusion que vous n'étiez que des marchands de produits. Si dans notre édition 2020 de la saga de l'été, on avait soupçonné les différents créateurs de vouloir véritablement pousser un agenda politique, on ne pouvait pas douter de leur sincérité à vouloir parler de ce genre de sujet dans leur production. Chez vous, il n'y a aucun doute. Vous êtes à la solde d'une grande boîte de télévision, vous êtes des marchands de tapis. Mais il m'a fallu du temps quand même pour comprendre. Bon, j'ai pas attendu d'être à l'épisode 18 pour comprendre, c'est à l'épisode 14, un peu tard quand même, que j'ai su comprendre quelles étaient les véritables intentions de ces créateurs et scénaristes. Pour te resituer, nous avons Madame Anaïs qui, suite à l'infidélité d'Enzo, décide de sortir avec Lionel pour rendre jaloux son ex-compagnon. Les amis, Lionel et Greg, sont donc deux bons gros imbéciles, et cela se confirme avec cette scène. Les bouffons. J'ai une nouvelle de malade. T'as décidé d'arrêter de nous insulter? Non. Par contre,
Tessier se barre, c'est bon. Yes, sir. Comment tu sais? Ben, il y a un élève qui les a entendus au resto. Allez là, on a réussi, gros. Putain, comment on a géré, j'y crois pas. T'es sérieux, toi? Quoi? T'es le meilleur pâtissier de France, peut-être du monde, et toi t'es content Christy? Ouais, enfin, c'est surtout un gros connard. Un connard qui pouvait faire de nous des stars de la pâtisserie. On va se taper qui maintenant? Déjà qu'on a perdu Noémie? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de Noémie? Mais tu t'entends? Si ça se trouve, elle est morte. La meuf s'est tapé ton mec dans ton dos, et toi t'es mal pour elle. Mais et alors? Tu crois que c'est pour ça que j'avais envie qu'elle meure? Eh, dis donc, la grognasse va se calmer, ouais. Tu lui parles sur un autre ton, s'il te plaît. La grognasse? Oui, J'ai bien entendu. Non, il a raison, mais pourquoi tu réagis comme ça? elle doit avoir ses règles. Allez, bien vous faire foutre tous les deux. Mec, tu peux pas laisser ta meuf te laisser parler comme ça, en fait. C'est trop la honte. Ouais, C'est toi ou elle, le mec, en fait. mais je vais aller la voir, je vais la calmer, c'est bon. Quand même. Et là, illumination. Bon, c'est ma faute aussi, je suis un petit peu lent du ciboulot. Mais, parce que tu vois, jusqu'à présent, je me disais, bon, ces deux personnages-là, bon, ils sont débiles, d'accord, mais ils servent à quoi? Ils servent à quoi dans l'histoire? Et là, j'ai capté. Là, j'ai tilté. Là, j'ai compris. On n'est pas dans une série à histoire. On est dans une série à cahier des charges. Où un personnage n'est pas un personnage, c'est une représentation d'un mouvement de société actuel autour duquel on fait graviter des actions. Le personnage de la fille, qui couche à droite à gauche et qui va avorter. Ce n'est pas un personnage qui couche à droite à gauche et qui va avorter. Non, 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 non. C'est la représentation de la femme dans la société actuelle et sa propension à se faire oppresser par le patriarcat ambiant. Le personnage de la malvoyante, ce n'est pas un personnage de malvoyante. C'est la représentation actuelle de l'oppression du système de pensée validiste. Les deux pécores là, les deux gogoles, les deux hommes qui sont un peu débiles, ce ne sont pas des hommes qui sont débiles. C'est la représentation de l'homme hétéro, cis, blanc, misogyne, inculte, raciste, xénophobe, etc., etc. Il n'y a pas de personnage. Il n'y a que de la représentation. Voilà, une fois que tu as compris ça, mais tout va pour le mieux. Je ne me pose plus de questions et j'ai compris. Pour combattre les étiquettes dans le monde, les œuvres feront en sorte d'avoir des personnages qui n'ont que des étiquettes pour pouvoir les représenter. C'est pourquoi, lorsque on aura une femme, celle-ci, dans une fiction, attention, dans une fiction, celle-ci pourra bénéficier de tous les privilèges, ne sera jamais remise en question, même lorsqu'elle a tort. Désormais, dans les fictions, si les hommes ne sont pas déconstruits, ils seront des oppresseurs. Désormais, dans les fictions, les personnages tels que Mehdi ou Lisandro seront des gages de diversité. Et autour d'eux seront enrobés des couches et des couches de clichés. Et également, désormais, dans les fictions, si un personnage se trouve ne pas être hétérosexuel, alors toute son identité sera focalisée autour de sa sexualité. Vous m'excuserez, mais moi je trouve ça navrant. J'aurais aimé apporter une conclusion au visionnage de cette série qui ne soit pas juste de l'ordre de la tristesse, mais force est de constater que je vais avoir du mal à y arriver. Je peux le dire, sans souci et sans remords, je n'ai pas passé un bon moment à regarder cette série. Quand bien même il m'est arrivé de rire, c'était plus par désespoir. Lors du visionnage des nombreuses web-séries dont j'ai pu parler dans la saga de l'été 2020, je peux vous assurer qu'à plein de reprises, les choses que je voyais réussissaient à me divertir. Il y a quelques exceptions, bien sûr, qui m'ont fait m'écrouler de lassitude, tellement les thèmes étaient traités avec le cul, ou bien que la recherche créatrice était inexistante, mais, d'une manière générale, il y a certaines de ces web-séries que je considère être dignes d'être visionnées, malgré leurs défauts. Pour le coup, en visionnant Ici tout commence, je pense n'avoir jamais autant regardé quelque chose que par pur intérêt. Je ne réagis que maintenant, mais je n'ai même pas expliqué pourquoi j'en étais venu à choisir celle-là et pas une autre. C'est tout bête. Un jour, en vaquant à mes occupations,
La télévision était allumée en arrière-plan et soudain j'ai entendu le discours de certains des personnages. Ça parlait d'identité, ça parlait de polyamour, ça parlait de sexualité et je me suis dit « Attends quoi, c'est une série TF1 qui passe à 18h ça ?» J'ai juste eu à creuser un peu, regarder le premier épisode et tomber des nues devant tant de bêtises. La volonté de faire la saga de l'été était née. Cependant, au sortir de ces seulement 18 épisodes sur bientôt 300 à l'heure où vous regardez cette vidéo, je me dis mais quel enfer! Quel enfer de voir qu'aujourd'hui la création à la française se réduit à devoir enrober de la fiction autour de phénomènes de société, non pas dans le but de traiter de ces sujets, mais juste de les évoquer, pour espérer pouvoir réussir à parler à un public qui se désintéresse encore et toujours plus de la télévision. Quel enfer de voir que des sociétés comme TF1 continuent toujours à brasser autant d'argent pour une qualité aussi médiocre de divertissement. Parce que, assurez-vous d'une chose, une série où on peut résumer la teneur réalisatrice à plan drone, plan d'ensemble, plan taille, champ contre champ, répété à l'infini, c'est pas de la haute voltige en termes d'art. Ça vaut pas 40 millions d'euros la saison. Alors bien sûr, je l'ai déjà dit, je trouve du réconfort à me dire qu'en cette période, il y a de nombreuses personnes issues du milieu du spectacle qui ont pu travailler sur un tel projet. Après des mois de galère, après des mois d'incertitude, je suis content de me dire que toutes les personnes type technicien ont pu s'assurer une bonne rente et redonner un souffle à leur carrière. Et bien sûr, ça aussi je l'ai déjà dit, je suis également épris d'une forte sympathie pour les jeunes acteurs qui ont pu connaître une certaine forme de début de carrière avec cette série. Cependant, je leur adresse de nouveau ce message, fuyez au plus vite avant que cela ne devienne un trou d'où vous n'en ressortirez jamais. Les premières expériences telles que celle-ci sont très bonnes à prendre, mais réussiront à vous cantonner à l'état d'acteur dont la carrière n'évolue jamais. Et pour les acteurs qui sont utilisés en tant que gage de diversité, écoutez, plutôt que de dire quoi que ce soit, je vais laisser des personnes concernées par le sujet vous transmettre leur message. Because being here and knowing that you're black at 4 or 5, you're a kid, and after that you go back home, and then everything you see is white. Like the norm is white. So I would have wanted a little bit of diversity when I was a kid. I don't disagree with what you're saying. I think I'm not mad at representation if they want to put that in, but tell good stories. Tell real stories. When I watch the Boondocks, you know what I don't think? Representation. No. I don't think that. No, I just think it's a real ass story. It's just a great, well-written show. I can relate. That's right? all I think. When I watched the Jamie Foxx show, I actually enjoyed it. Yeah, I enjoyed it. I'm like, that's just a good show. Yes, it's a black cast. Cool, we're represented. But the basis of it is this funny? Fresh Prince as well. The reason why Fresh Prince gravitates towards everybody is because it's just a great story at its base. Of course, the diversity aspect afterwards comes on top of it and layers on top. But if you lead with that, if you make that your selling point, I'm always going to assume your shit's going to be corny. Because you're more concerned with how it looks in the window still than how it actually functions once you take it off the shelf. Yeah. And that's always been my problem when I see stuff like this. I recently watched something called The Queen's Gambit. Netflix show. Yeah. It's about a ginger girl who plays chess. Honestly, even though her sex is mentioned throughout, you can tell that that's not the angle that they're going at when they're making the show. At least not from where I watched it. It was just a really well done show with a female lead, and they didn't fucking shove it in your face all the time that she's Wonder Woman. You know what I'm saying? And I can appreciate that. I just thought it was a wonderful show. I would love it if we could get shows like that, and it's just not shoved in our face the whole time that this is a black individual. You ever try to been hired for diversity quotas? Oh, Jesus Christ. Do you want to be like sold a show because it's diversity? The check box, I've been there. You know I've been there, and you know how I feel about that. I'm not a fan. Can we just not have movies about niggas and suffering? I Us having a good time. I would appreciate that. I would appreciate that. Pour les autres, principalement les créateurs, je n'ai rien à leur dire. Votre incompétence et votre aptitude à n'être que de simples vassaux au service d'un média moribond ne vous apportera aucune louange ou gloire. Vous serez à jamais les éternels oubliés d'une époque où les parasites ont su grouiller plus que de raison sur les carcasses de l'indigence et de l'indolence. Je ne pense pas pouvoir regarder un autre épisode dans ce genre de création. J'avais décidé d'en parler parce qu'il me semblait évident d'en parler pour le coup, mais là j'en peux plus. Franchement, je n'en peux plus. Je pense qu'il va falloir qu'on diversifie un petit peu les créations parce que sinon, on verra bien ce qui nous attend pour l'édition 2022. Cette vidéo est maintenant terminée et la fin de cette vidéo clôture également notre édition 2021 de la saga de l'été. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu parce que bon,
Il y a eu du travail, hein, on va pas se le cacher, il y a eu du travail là derrière. J'espère que vous aurez su le voir, j'espère que vous aurez su l'apprécier. Si cette vidéo vous a plu, je vous serai gré de la gratifier d'un petit pouce blanc, ou d'un pouce vers le haut, ou même d'un pouce vers le bas si vraiment ça ne nous a pas plu. Dans tous les cas, vous le savez, déjà dans un premier temps on les voit plus, mais dans un deuxième temps, moi ça me fait du référencement. J'y gagne à chaque fois. Surtout, ce que j'attends de vous, c'est d'avoir un commentaire. Faites-moi part de toutes vos remarques et de vos suggestions dans l'espace des commentaires. Vous savez que je lis les commentaires avec assiduité. D'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur, parce que je sais que cette vidéo elle va arriver un petit peu en retard par rapport aux autres. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Surtout, je vous en supplie, prenez soin de vous. Salut.